Est-ce que tu connais le tout premier blockbuster du cinéma? En tout cas, le film dont on va parler aujourd'hui est considéré par beaucoup de cinéastes comme le premier blockbuster du cinéma hollywoodien. Le seul petit bémol de ce film, si on pourrait appeler ça petit, c'est que c'est un film ultra raciste. Et ça, je vous avoue qu'effectivement, dans le cinéma d'aujourd'hui, ça le fait moyen. Et là, comme vous pouvez sûrement le constater, c'est un film qui date. Vous vous dites, c'est pas grave, c'était à une époque où on pouvait encore faire du cinéma, oui, mais là, c'est quand même limite. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler du film qui a relancé le Ku Klux Klan, The Birth of a Nation, sorti en 1915. Vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis que le film est quand même dérangeant. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, cette vidéo est faite pour ça, alors installez-vous puisqu'on va partir dans une histoire assez intrigante mais en même temps dérangeante. C'est parti. Bon, je suis désolé, le titre est un peu putaclic puisqu'on ne va pas commencer par parler du Ku Klux Klan maintenant, on va en parler un peu plus tard. Là, on va parler de The Birth of a Nation. On va voir comment ce film remet au goût du jour le racisme, même si ça n'a jamais vraiment été abandonné, mais on va surtout voir comment il le glorifie et il fait l'apologie du Ku Klux Klan. The Birth of a Nation est un film muet sorti en 1915 et réalisé par D.W. Griffiths, inspiré du livre de Thomas Dixon, The Klansman, A Historical Romance of the Ku Klux Klan. Le titre de ce bouquin, il annonce direct la couleur sur ce qui va arriver ensuite, même s'il n'y a pas de couleur, parce que comme vous le voyez là, le film est en noir et blanc. Je sais pas si la blague était bonne. Allez, on enchaîne. Le film revient sur la guerre de sécession qui a lieu dans les années 1860. Pour vous mettre un peu de contexte, on a deux états en cause, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. La Caroline du Nord se veut être un état plus progressiste et anti-esclavagiste, tandis que la Caroline du Sud c'est tout l'inverse, elle veut full esclavage. Dans le film, on suit deux familles, les Stoneman qui sont de Caroline du Nord et les Cameron qui sont de Caroline du Sud. Et on en a beaucoup parlé ces derniers temps sur la chaîne, mais non, aucun rapport avec James. Parce que James il est canadien. Bref. Et ces deux familles, malgré leurs différents politiques qui sont évidents, ils sont quand même amis et ils se côtoient régulièrement. Évidemment, les enfants de chaque famille tombent amoureux de l'un et de l'autre, ça crée des histoires d'amour. On va pas trop l'étayer parce que c'est pas super important pour nous. Les sudistes sont montrés comme des aristocrates ayant des esclaves afro-américains, mais attention, ce sont des esclaves qui sont présentés comme loyaux et heureux d'être esclaves. Je ferai pas de commentaires là-dessus. Lorsque la guerre commence, les fils Cameron s'engagent dans la Confédération, c'est l'armée de la Caroline du Sud. Dans la première partie du film, on y voit la guerre, une représentation de la guerre, et on y voit la Caroline du Nord qui gagne ce combat. Abraham Lincoln, président de l'époque, va suite à cette victoire, et aussi parce que ce sont ses opinions politiques, accorder des droits civiques aux Afro-Américains. Il va malheureusement se faire assassiner pour ça. Et là, toi, pour le moment, tu te dis simplement... ça va, c'est légèrement raciste, mais en vrai pour le moment c'est ok, attends de voir la suite. La seconde partie du film commence avec cette phrase, et je vais me permettre de la lire. Ce récit est une reconstitution historique de la guerre de sécession et de la reconstruction, et n'a pas pour ambition de dépeindre une race ou un peuple quelconque d'aujourd'hui. N'a pas pour ambition de dépeindre une race ou un peuple quelconque d'aujourd'hui. Retenez bien cette phrase. Je pense que globalement, on peut tous se dire qu'elle annonce encore une fois la couleur pour la suite. Je la refais des fois que vous n'ayez pas compris la première fois, mais parce que le film il est en noir et blanc, donc tu vois. Bref, ouais. On enchaîne encore une fois. Ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette deuxième partie, c'est lorsque Gus, un esclave noir, s'attaque à l'une des filles des Cameron. Elle va se retrouver face à une falaise, avec le choix de se faire tuer par cet esclave, ou alors de se suicider, et elle va bien évidemment se suicider. Son frère, Ben Cameron, suite à ce qui va se passer, il va décider de former le Ku Klux Klan. Et en fait, à ce moment-là, le Ku Klux Klan arrive à la fin du film comme les héros, les sauveurs de la Caroline du Sud qui viennent rétablir l'ordre pour évidemment conserver les lois telles qu'elles étaient avant la guerre de sécession et que les esclaves restent esclaves. Le film à l'époque fut vendu comme un film mi-historique, mi-fiction. Vous vous en doutez bien, le côté historique a très vite été zappé, très vite été truqué pour laisser place à exclusivement du fictionnel. Il faut faire attention avec ce film parce qu'il y a quand même une véritable glorification de la ségrégation et une véritable apologie du Ku Klux Klan. Bon, maintenant qu'on est tous au fait sur le film, on va en arriver à la partie que vous avez peut-être le plus attendue, le Ku Klux Klan.
On va commencer par la base des bases. Le Ku Klux Klan apparaît suite à la guerre de sécession en 1865. Les Afro-Américains viennent d'obtenir des droits civiques et ça, évidemment, pour les suprémacistes blancs, il en est hors de question. À la suite de la création du Ku Klux Klan et de l'attribution des droits civiques aux Afro-Américains, il va y avoir un enchaînement d'assassinats, de viols, de tortures, d'enlèvements, de lynchages. Il y a même des écoles afro-américaines qui vont être incendiées ou encore des églises. Ce qu'on vient de citer là, c'est globalement l'esprit du KKK. On va dire KKK à partir de maintenant, ce sera plus simple. Sauf que cette première vague, en fait, elle s'arrête très vite. En 1871, c'est la fin du KKK. Et je dis cette première vague parce que ce qu'on vient de voir là, de 1865 à 1871, c'est ce qu'on appelle le premier clan. Et en réalité, il va y en avoir 3. Donc de 1865 à 1871. Le deuxième clan apparaît en 1915 suite au film The Birth of a Nation et se finira en 1944. Et le troisième clan apparaît en 1946 et dure encore aujourd'hui. Le clan dont on va parler maintenant, eh bien, c'est le deuxième clan puisque c'est celui qui fait suite au film The Birth of a Nation. Pour ça, on va revenir un peu sur l'auteur du bouquin d'origine, Thomas Dixon. Thomas Dixon est donc l'auteur de The Klansman, A Historical Romance of the Ku Klux Klan. Thomas est aussi le neveu d'un membre du premier clan, Leroy McAfee. Et je pense que, comme tout le monde, il a entendu des histoires de son tonton McAfee et il a probablement été nostalgique. C'est peut-être bien la raison pour laquelle il a écrit un bouquin sur le Ku Klux Klan et que le personnage principal de son livre est inspiré de son tonton. Et pour tous ceux qui se demandaient, Leroy McAfee, il n'a pas de lien avec l'antivirus McAfee. Je me suis renseigné, il n'y en a pas. Enfin, quoi qu'on pourrait peut-être quand même faire un lien entre antivirus, racisme, éliminer le virus, éliminer les noirs. Il y a peut-être un... C'est pas ma réflexion, c'est pas... Moi je pose ça comme ça et ensuite vous en faites ce que... Ah, je me suis peut-être mis dans un bourbier tout seul là. Son livre à Thomas, il sort en 1905 et dans les années 1910, il fait la rencontre de D.W. Griffith. Griffith va lui racheter les droits de son livre pour en faire un film, c'est l'idée du siècle. Et lorsque le film The Birth of a Nation sort en 1915, eh bien Dixon va réussir à convaincre Woodrow Wilson, président de l'époque, de diffuser ce film sur la pelouse de la Maison Blanche. Rien que ça. Suite à tout ça, un homme va se sentir galvanisé et va vouloir reformer le clan. C'est là qu'on en arrive au deuxième clan, c'est William Joseph Simmons. Il va réussir à trouver 34 autres personnes qui ont les mêmes idées que lui et ils vont signer la charte du premier KKK pour devenir membre et ainsi devenir les chevaliers du Ku Klux Klan. À partir de là, le second clan naît et des symboles du film vont être repris. Par exemple, vous voyez cette fameuse croix du Christ en feu. Et bien ça, c'est typiquement un symbole du film qui a été repris dans la vraie vie par le clan. À partir de là, le clan reprend ses activités, mais attention à la différence que cette fois-ci, on ne s'en prend plus seulement aux Afro-Américains, mais en gros à toutes les minorités. Voilà, comme ça, plus de discrimination, tout le monde est touché. Et je pense que pour ce qui est du KKK, on va s'arrêter là parce que j'ai pas vraiment envie d'aller plus loin, c'est quand même une affaire très sombre et c'est pas pour ça qu'on est là à la base, on est là pour parler de cinéma, donc on enchaîne. Le premier impact que l'on voit, c'est la création du deuxième clan, ça c'est clair, on vient d'en parler. Mais il y a d'autres aspects qui ne sont pas à négliger, notamment d'un point de vue cinéma et d'un point de vue cinéma pur, d'un point de vue technique de cinéma finalement. C'est un grand film, très grand film pour l'époque, on va voir ça tout de suite. Comme on l'a dit au tout début, il est considéré comme le premier blockbuster du cinéma hollywoodien. Ça veut dire que c'est la première fois qu'on a un film avec autant de budget, autant de monde sur le film, parce qu'il faut recréer toutes les scènes de guerre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tous les noirs de ce film ne sont pas noirs parce qu'il y a des blancs grimés en noir. Il y a peut-être une petite ref à Carlito. C'est une blague de mauvais goût, c'est mauvais goût, c'est mauvais goût. On l'arrête là, on l'arrête là. Mais aussi par sa variété de plans. On a des plans larges, des plans plus serrés, des plans en mouvement plus dynamiques. C'est la première fois qu'on a tout ça dans un film. Un autre aspect qui est aussi souligné pour The Birth of a Nation, c'est la qualité et le temps passé sur le montage. Pour l'époque, mettre autant de travail sur le montage, c'est clairement révolutionnaire, ça n'avait jamais été fait. Faut aussi retenir que le film dure 3h10 et
que pour l'époque, c'est super long. Les films à cette époque-là duraient environ 1h30. Vous voyez la différence, c'est plus du double. Et tout ça fait qu'il est considéré comme le premier blockbuster finalement. Le budget, comme on l'a dit, était énorme parce qu'en fait, il faut réussir à reconstituer une guerre et avoir des centaines de personnes à l'écran. Et donc, pour tout ça, oui, ce film est en fait une révolution d'un point de vue cinéma et d'un point de vue technique de cinéma. Et là, je ne parle que d'un point de vue cinéma, on ne parle pas des idées qu'il véhicule ou quoi. Vraiment, on parle de technique. Donc pour tout ça, c'est un très bon film qui est encore étudié dans les écoles de cinéma. Bon, alors du coup, on l'a vu, il a recréé le Ku Klux Klan. D'un point de vue cinéma, c'est presque du génie. Mais qu'est-ce qui se passe sur la société lorsqu'il est sorti? Comme vous vous en doutez, il a été extrêmement controversé. Tous les suprémacistes blancs acclament le chef-d'œuvre, tandis que pour les autres... il y a eu quand même quelques émeutes dans plusieurs villes. Je pense notamment à Boston et Philadelphia, où les mouvements de protestation ont été soutenus par le NAACP, The National Association for the Advancement of Colored People. C'est une organisation américaine de défense des droits civiques pour tous les Afro-Américains. Ce groupe d'activistes s'est évidemment battu pour faire censurer ce film et qu'il ne puisse plus être diffusé, mais à part dans l'Ohio et dans le Kansas, le film sera diffusé normalement, et il y aura seulement quelques états qui couperont des scènes par-ci par-là, mais en gardant globalement l'esprit du film intact. Faut quand même prendre en compte le fait que The Birth of a Nation apporte du positif, notamment pour le cinéma noir indépendant qui va exploser suite à la sortie du film. Des maisons de production gérées par des Afro-Américains pour des Afro-Américains vont apparaître un peu partout et produire du cinéma noir indépendant. Et ça apporte une très grande variété culturelle dans le monde du cinéma à cette époque-là, ce qui n'est absolument pas à négliger. Je voudrais aussi souligner le fait que ce film a de nouveau été projeté à la Maison Blanche, mais cette fois-ci en 2017, parce que Trump voulait, lors de la cérémonie de Pâques, célébrer le premier blockbuster hollywoodien. Vous faites ce que vous voulez de cette info, moi je sais plus quoi dire. Je vous laisse là, je rigole. Évidemment, ce film véhicule, comme on le dit depuis le début, des images racistes qui surtout sont fausses et truquées, parce qu'il est grosso modo en train de dire que toutes les personnes noires sont des violeurs et des tueurs. Voilà. Ça a un peu semé la zizanie partout aux États-Unis à sa sortie, comme on l'a vu avec des émeutes, des protestations, voilà, tout ça. Je voudrais conclure cette partie-là en disant que pour moi, le cinéma est là pour véhiculer des émotions, des idées et des valeurs. Après, est-ce que toutes les idées sont bonnes à être partagées? Je sais pas. À mon sens, ce genre d'idée ne doit pas être véhiculé par le cinéma, mais ce n'est que mon avis. Faisons un petit bond dans le temps et on va se retrouver en 1998. Bon, je vais pas vous demander pourquoi, parce que vous avez vu le titre du chapitre. C'est American History X qui sort à cette date-là, réalisé par Tony Kaye, avec comme acteur principal, comme main character, Edward Norton qui incarne Derek. On va se refaire le speech vite fait pour que tout le monde comprenne bien. On suit Derek, un leader d'un groupe néo-nazi qui se retrouve en prison pour avoir buté deux noirs. On a comme deuxième protagoniste Danny, qui est le petit frère de Derek et qui doit écrire un essai sur son frère. Au moment où Derek sort de prison, il se rend compte que son frère est en train de suivre le même chemin que lui, plus jeune. Sauf que Derek, ça le dérange un peu parce qu'en prison, il va faire une rencontre qui va changer beaucoup de choses à sa vie et il va notamment se repentir pour abandonner tous ses actes activistes et être nettement plus dans le partage et dans aider les petites communautés. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais je vous assure que c'est un film à voir qui est très bien, donc vraiment quand vous avez le temps, posez-vous correctement, il dure 2 heures, je vous jure c'est pas long, ça passe super vite et c'est un film qui m'a marqué de ouf et ça faisait longtemps que j'avais pas été marqué comme ça par un film. Je voudrais aussi qu'on note la dernière phrase du film et pour ça je vais encore vous la lire. Nous ne sommes pas ennemis mais amis, nous ne devons pas être ennemis. Même si la passion nous déchire, elle ne doit pas briser l'affection qui nous lie. Les cordes sensibles de la mémoire vibreront dès qu'on les touchera. Elles résonneront au contact de ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est la conclusion du discours d'investiture d'Abraham Lincoln. Vous vous en souvenez ? Tout est lié, la vidéo est bien faite. Avant de continuer, je vais vous faire une petite aparté comme d'hab pour faire des petites anecdotes sur le film,
parce que c'est rigolo. Vous saviez qu'à la base, Derek ne devait pas être incarné par Edward Norton, mais par Joaquin Phoenix, qui a refusé le rôle parce qu'il le trouvait trop sombre, trop compliqué. Et Edward Norton a dit non à Spielberg pour jouer Derek. Est-ce que vous savez à quel film il a dit non? Si je vous dis He's in the Kitchen, c'est le cousin de Brian, c'est le cousin de Brian. Là j'en ai peut-être beaucoup dit, je sais pas si la blague est bien ou pas, je l'ai noté dans le script. On va la garder parce que je trouve ça drôle et puis au moins ça vous fait chercher un peu. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le film. Une deuxième et dernière anecdote, ensuite on enchaîne. Le producteur du film c'est le studio New Line et il n'y a rien de particulier à dire, juste ils se sont embrouillés avec le réel Tony Kaye à un tel point qu'en fait Tony Kaye n'a pendant longtemps pas pu accéder au montage. C'est carrément Edward Norton qui a été envoyé pour s'assurer que le montage final correspond bien au scénario. Tony Kaye voulait que la mention Alan Smith apparaisse sur le film à la place de son nom en tant que réalisateur. Heureusement, à la dernière minute, ils se sont mis d'accord, il est intervenu sur le montage final et du coup son nom apparaît sur le film. Une fois que le film est sorti en 98, eh bien cette fois il a eu un accueil assez époustouflant. Il a vraiment été très bien accueilli, très aimé par le public. Edward Norton a même été nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur. Malheureusement, il n'a pas gagné. Maintenant, qu'est-ce que moi j'en ai pensé de ce film ? Je vous conseille sincèrement d'aller le voir parce qu'il est vraiment intéressant, vraiment intriguant et on se fait prendre dedans. Personnellement, il m'a vraiment touché. Ça faisait longtemps, comme je vous l'ai dit, j'avais pas été touché par un film comme ça. J'ai eu cette sensation bizarre d'être concerné de bout en bout du film et je pense que ça c'est parce que malheureusement on est en train de traiter d'un sujet qui est intemporel. On l'a vu en 1915 avec The Birth of a Nation, on revoit le même principe en 98 avec American History X, et encore aujourd'hui en 2026, on est encore concerné avec tout ce qui se passe aux États-Unis, l'ICE, tout ça. Je pense que d'un point de vue culture générale, c'est super important de l'avoir vu, mais aussi vraiment pour toute l'émotion qu'il véhicule. Vraiment, regardez-le, c'est un excellent film. Il y a eu un petit moment émouvant, on retourne à la vidéo, on reprend un peu nos esprits et on est reparti. Si je vous ai parlé d'American History X, vous vous en doutez, c'est pas pour rien. On va à partir de maintenant faire un travail qui est nettement plus scolaire mais qui me semble important. On va mettre en comparaison American History X et The Birth of a Nation. Comme on a dit, la base c'est la même. Du racisme, des suprémacistes blancs qui tuent des noirs pour sauver le monde. Là-dessus, on part sur un même pied d'égalité. Les deux films nous montrent la même base pour le racisme, c'est-à-dire la peur du danger, l'incompréhension de l'inconnu et l'humiliation. Même si ces deux origines sont pareilles, la conclusion des films sont bien différentes et il y en a une qui est nettement plus acceptable que l'autre. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, surtout dans les deux films, les blancs ne sont jamais à l'origine des problèmes. On nous montre toujours que le problème vient des personnes noires. Et globalement, ils ne les côtoient aussi réellement jamais. Sauf dans American History X où Derek va en prison en côtoyer un et il va changer d'avis sur les personnes noires et se rend compte que finalement elles sont comme lui et il va se repentir. Donc en sortant de prison, il va quitter son groupe d'activistes néo-nazis. À partir de ce moment-là, on peut se douter que la conclusion et la morale des deux films va être absolument différente. Ce que l'on retient de The Birth of a Nation à la fin du film, c'est que les chevaliers du Ku Klux Klan sont des héros et qu'ils ont sauvé la race blanche. Il souligne aussi le fait que les noirs sont faits pour être des esclaves et rien d'autre, et que surtout ils n'étaient pas malheureux avant qu'on leur pose la question. La vérité historique est l'un des arguments avancés par le réalisateur à la sortie de ce film. Or, on sait complètement que c'est faux et que cette vérité historique a été truquée pour mettre en avant les idéologies de Thomas Dixon et de Griffith. Dans American History X, au contraire, on nous montre au début un personnage qui est très violent, suprémaciste blanc, qui tue des noirs contre des noirs, etc. Et à la fin, on nous montre un personnage qui comprend son erreur, cherche à la réparer, se repentit, jusqu'à même chercher à aider les minorités à avancer et à combattre ce fléau de la ségrégation pour finalement réparer tous les crimes qu'il a commis avant d'aller en prison. Je vous avoue que on arrive sur la fin et que malheureusement je ne sais pas trop comment conclure cette vidéo parce qu'on est, comme je l'ai dit, sur un sujet encore très actuel qui semble même grossir de plus en plus au vu de notre société aujourd'hui. Tout ce que je peux vous conseiller de faire à mon échelle, c'est de regarder ce film, et je dis bien de le regarder et pas juste de le voir, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui chez nous et aussi vous renseigner potentiellement sur tout ça. Je pense à l'ICE notamment, comme je l'ai dit, mais en réalité il n'y a pas besoin d'aller si loin pour constater ce genre d'idéologie. Il suffit de regarder chez nos voisins
ou encore même chez nous avec la montée des extrêmes. Je vais conclure en disant que le cinéma ne crée pas d'idéologie, il ne fait que leur donner un récit, un visage et une émotion, et que c'est nous, spectateurs, qui leur donnons du pouvoir. Alors, faites attention à ce que vous regardez et faites attention à ce que vous en faites. Moi, je ne peux que vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'ai bien conscience qu'elle était engagée et engageante, même pour vous, mais ça me semblait important d'en parler, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe en ce moment. Si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner et à la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet cinéma. Bisous!